Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire sur le vidéo advertising, comment faire de l'acquisition rentable et scalable en 2021. Je m'appelle Laura et je suis responsable de la programmation des événements au Hub Institute et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée. Alors aujourd'hui, je vais peut-être vous présenter très rapidement le Hub Institute. Donc, nous sommes un think tank digital et nous accompagnons 120 entreprises autour de leur transformation digitale. Nous organisons plus de 100 événements annuels. Aujourd'hui, évidemment, ils sont tous en ligne, hein. Nous produisons également des rapports de tendance, des livres blancs, beaucoup d'informations. Aujourd'hui, tout à droite de votre écran, vous avez l'onglet chat. Vous pouvez évidemment partager vos impressions sur le webinaire. Dans l'onglet questions, n'hésitez pas à poser vos questions, nous y reviendrons en fin de webinaire. Dans l'onglet sondage, nous avons d'ores et déjà posté quelques sondages, donc n'hésitez pas à aller regarder. Notamment, nous aimerions savoir si vous avez déjà mené des campagnes sur YouTube, si vous utilisez YouTube aujourd'hui, pour quel objectif, et est-ce que vous savez mesurer le ROI de vos campagnes vidéo. Les intervenants aujourd'hui que nous allons accueillir, nous avons notamment les équipes de Vidéo Run Run, mais aussi PandaCraft et Le Petit Ballon. Vidéo Run Run a pour mission de faire de la pub vidéo sur YouTube un véritable levier de business. YouTube, c'est le deuxième site le plus consommé en France et dans le monde, avec un écosystème complexe qui réunit grâce à Google le meilleur des deux mondes, création média, branding et performance. Nous allons justement parler de ce sujet avec Fabrice et Yannick que j'invite sur scène. Yannick et Fabrice, ils accompagnent avec Vidéo Run Run de nombreuses marques comme Playmobil, Weekend Desk, Carrefour et beaucoup d'autres. Et évidemment, Le Petit Ballon et PandaCraft qui sont parmi nous pour ce webinaire aujourd'hui. Donc, Fabrice et Yannick vont nous parler de justement, pourquoi la vidéo, pourquoi YouTube, le meilleur des deux mondes, branding et performance. Bonjour Fabrice, bonjour Yannick. Bonjour Laura. Voilà, donc la scène est à vous. Bonjour Laura, merci beaucoup. La scène est déjà à nous. Superbe. Bonjour à tous. Merci Laura pour cette intro. Tu as parlé de chiffres, donc je ne pense pas que je vais revenir sur des chiffres, sur la puissance de YouTube. Je pense qu'elle n'est plus aujourd'hui à démontrer et son usage est colossal. En même temps, on a tendance à l'oublier, mais il faut avoir en tête et se rappeler que YouTube a 15 ans. Donc si comme moi vous avez une vingtaine d'années, vous êtes quasiment né avec YouTube, donc ça fait forcément partie de votre quotidien. Mais étonnamment, ce dont on se rend compte nous tous les jours en parlant à des marques, c'est que même si c'est une plateforme qui a 15 ans, qu'elle fait partie de notre quotidien, qu'elle est dans tous les usages, elle devrait être un fondamental, elle devrait être un basique pour la plupart des marques, au même titre que Google Ads ou Facebook Ads. Et on se rend compte que beaucoup de marques en fait aujourd'hui ont du mal à appréhender YouTube et à bien l'utiliser. Selon nous, c'est lié à deux choses. La première, c'est qu'elle pâtit de sa perception, on va dire, audiovisuelle. Alors, c'est pas un gros mot, audiovisuel, hein, mais on est dans du digital, mais elle pâtit en fait d'une perception audiovisuelle. Ça veut dire qu'on considère aujourd'hui souvent YouTube comme de la télé en un petit peu mieux. On considère aujourd'hui que YouTube, certes, c'est de la vidéo, mais c'est un acquis que ça fait du branding, c'est un acquis que, donc, comme c'est de la vidéo, ça va travailler l'image de marque, ça va permettre effectivement de faire des vidéos un petit peu fun, un petit peu décalées, de travailler sur l'éducation, l'information. Mais malgré tout, c'est pas que ça la vidéo. Et c'est vrai que si aujourd'hui la vidéo ça fonctionne bien en branding et que c'est un acquis, nous notre posture aujourd'hui elle est de dire que la vidéo ça peut aussi faire vendre. Une vidéo qui fait vendre, c'est quoi? C'est une vidéo qui est capable d'attraper l'attention d'un viewer en quelques secondes, on appelle ça nous un hook. C'est une vidéo qui est capable de faire découvrir une marque et de montrer en quoi cette marque elle peut apporter une solution pour son audience. C'est une vidéo qui, comme vous ne connaissez pas cette marque il y a encore 30 secondes, elle va aussi vous donner des preuves, des réassurances et vous montrer à quel point cette marque est efficace. Et puis c'est une vidéo qui va à la fin vous inciter de manière hyper explicite à cliquer. Et par-dessus tout ça, il y aura quand même du branding, il y aura quand même un côté fun, il y aura quand même un côté informatif, éducationnel. Et en plus, cette vidéo sera capable de faire cliquer et de faire vendre. Donc on a effectivement le branding et la performance. Et donc YouTube, c'est pas que de l'audiovisuel, c'est pas que la télé en un petit peu mieux, c'est du digital. Et effectivement, tout ça, ça se fait pas par magie. Ça se fait parce qu'il faut penser le contenu, donc la création vidéo qu'on va diffuser en publicité, et la manière dont on diffuse, donc le média et le ciblage, et les deux doivent être toujours pensés ensemble, en synergie. Et ça, c'est un des premiers secrets, et une des premières choses qu'on vous livre, c'est qu'effectivement, c'est HD digital, donc au même titre que vous ne lancez jamais une campagne search ou une campagne display avec une seule créa, ne lancez jamais une campagne vidéo avec une seule créa et pensez toujours la créa
et le média ensemble, et partir du principe que les deux se répondent. Et le deuxième fait qui fait qu'effectivement YouTube aujourd'hui c'est compliqué pour une marque, c'est que c'est une plateforme hybride. C'est pas une plateforme filaire comme on a l'habitude de les utiliser au quotidien. C'est une plateforme qui est à la fois un moteur de recherche, qui est à la fois du contenu, du média, c'est aussi un réseau social. Donc effectivement, c'est moins intuitif qu'un Facebook, un Twitter ou un Insta. C'est beaucoup plus compliqué à appréhender pour une marque. Et puis Google a pas facilité la tâche des marques, puisqu'en fait, pour faire des campagnes pub aujourd'hui sur YouTube, vous devez utiliser Google Ads, qui n'est pas une plateforme pensée pour la publicité vidéo, qui est une plateforme pensée au départ pour le search. Donc en fait, vous avez le côté hybride de l'animal YouTube qui est effectivement très puissant, mais qui est compliqué à appréhender pour une marque. Et puis vous avez la complexité de savoir bien l'utiliser en publicité avec une plateforme qui n'est pas pensée pour ça au départ, puisque vous avez YouTube d'un côté, Google Ads de l'autre, et on vous demande de faire des campagnes pub sur YouTube avec Google Ads. Donc c'est pour ces deux raisons aujourd'hui que nous, on voit beaucoup de marques qui ont du mal à appréhender YouTube de la bonne manière, pour qui c'est un animal compliqué. Donc soit elles ont essayé et ça a été compliqué pour elles n'ont pas forcément eu le retour qu'elles souhaitaient, soit elles n'osent pas se lancer parce qu'effectivement, ça leur paraît trop compliqué, trop complexe, et elles préfèrent se reposer sur Facebook Ads et Google Ads. Et nous, aujourd'hui, si on a un seul message à vous faire passer, c'est d'oser vous lancer dans YouTube, d'oser vous lancer dans le bain. Et très modestement, on va partager avec vous une dizaine d'années de tests, d'essais, de foirages, de choses qui ont réussi, d'autres moins bien, pour vous faire gagner du temps et vous aider à craquer YouTube de la bonne manière et à l'appréhender de la manière la plus efficace pour qu'effectivement ça puisse devenir un levier d'acquisition au même titre que Google et Facebook, parce que YouTube le mérite largement. C'est une plateforme qui a 15 ans et avant d'aller sur des plateformes à la mode du moment, on peut que vous encourager à déjà avoir des fondamentaux solides, et aujourd'hui on est obligé de considérer YouTube comme un fondamental très très solide. Je vais passer la parole à Fabrice, mon associé. On va faire un tout petit historique. Alors c'est du storytelling gentil, mais vous donner un petit peu le pourquoi du comment on en est arrivé là, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a un point de vue sur le bon usage de YouTube pour les marques. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on sait que la perf et le branding sont réconciliés sur YouTube, et je vais laisser Fabrice vous donner un petit historique sur comment on en est arrivé là, pour que vous compreniez aussi quelles sont les bonnes manières d'appréhender l'animal YouTube. Je te passe la main et je vais passer la slide comme c'est prévu. Voilà, regarde, superbe. Voilà, très très bien. Mais en fait, on s'est lancé, je crois qu'on a lancé avec Vidéo Run notre première campagne, première campagne à la performance sur YouTube, c'était en 2016, Yannick, avec Balinea, qui est aujourd'hui une marque qui a été rachetée, qui s'appelle Walla, je crois, sur le marché. Oui. On a lancé une première campagne à la performance en 2016. Mais ça a fait écho à un certain nombre de campagnes qu'on a observées bien avant aux États-Unis. Vous les connaissez peut-être. Il y a une première campagne qui a eu lieu en 2009, qui a été faite par une marque qui vend tout simplement des brosses à langue pour éviter la mauvaise haleine. Et en 2009, déjà, cette marque a réussi à vendre des millions et des millions d'exemplaires de son produit, en utilisant une vidéo pensée pour la performance sur YouTube. Donc, c'était en 2009. YouTube avait à peine quelques années, 2-3 ans. Et déjà, YouTube était utilisé comme un levier d'acquisition rentable et scalable déjà en 2009. Ensuite, vous avez tous croisé ou entendu la marque Dollar Chef Club, qui a lancé une campagne iconique également, pour développer sa marque avec une très forte réussite. Et ensuite est arrivé aussi un phénomène de campagne publicitaire sur YouTube qui a propulsé une autre marque que vous avez peut-être croisée aussi, qui s'appelle Squatty Potty. Et ces trois marques, en fait, ont un petit peu marqué ce qui aujourd'hui, on a réalisé avec Vidéo Run. Et c'est un peu ce qui a été la genèse de nos campagnes et de notre mode opératoire. À l'époque, on pensait que ces vidéos étaient des vidéos virales. On parlait encore de viralisation. On avait vraiment que ça à la bouche. En tout cas, toute l'industrie pensait que pour faire des ventes, il fallait avoir des vidéos virales. Et en fait, on s'est rendu compte que ces vidéos, elles avaient à peine 1% à 5% de leur vue qui était issue de la viralisation. Tout le reste, c'était de l'achat média. Donc, en fait, on s'est mis à décortiquer ce qui se passait derrière ces vidéos. On a rencontré les équipes qui ont fait ce type de campagne pour en extraire les bonnes pratiques qu'on a voulu ensuite restituer dès 2016 sur le marché français pour nos clients sur les meilleures pratiques pour faire des campagnes scalables et rentables. Comme l'a dit Yannick, on s'est rendu compte que ces campagnes reposaient essentiellement sur énormément de split tests.
C'est-à-dire que pour aller chercher de la performance sur YouTube, il fallait dépasser la seule envie d'avoir une vidéo virale. Il fallait aussi tester un maximum de variantes possibles de cette vidéo. Et c'était une des clés du succès de ces campagnes-là. Et puis ensuite, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait aussi un aspect créatif qui était important et que la vidéo avait été créée exclusivement pour faire de la performance avant d'être un levier de branding. Et on s'est rendu compte en décortiquant ces campagnes qu'il y avait un script très précis, qu'il y avait une façon d'aborder la scénarisation de la vidéo qui était très tournée performance, très tournée storytelling, comme on dit, c'est-à-dire une capacité à la fois de raconter une belle histoire, mais aussi d'entraîner le consommateur vers l'achat en ligne. Et on se rend compte qu'en fait, ce socle, en fait, aujourd'hui est déterminant pour faire de la performance sur YouTube. Peut-être que tu peux nous parler, Yannick, de Balinea, ce qu'on a fait à l'image de ces campagnes. J'enchaîne du coup. L'idée, c'est de vous montrer, en fait, au tout départ, effectivement, on n'a jamais dissocié la partie créa et la partie diffusion. Donc tout ce qu'on va vous dire là, en fait, c'est pas de la magie, hein, c'est juste une démarche. C'est une démarche qui associe toujours créa et diffusion. Et comment est-ce que ça s'est passé avec Balinea en 2016? C'est qu'effectivement, en s'inspirant de ces bonnes pratiques américaines, on a eu l'intuition non pas de lancer une seule campagne. C'était au mois de mai 2016 précisément, et on avait en face de nous une cliente qui fait de l'acquisition, qui nous a regardé arriver en lui disant que nous on allait faire de la vidéo, qui au départ était un brief de son directeur marketing qui lui voulait faire de l'image, puisqu'en gros il partait du principe que Balinea c'était une marque très servicielle, qu'ils avaient besoin de faire de l'image et de construire leur branding. Nous on est arrivé en disant ok super, on va faire du branding parce que c'est de la vidéo, mais on va aussi faire du clic, c'est-à-dire qu'à la fin il y avait des gens qui vont cliquer, qui vont acheter. Donc elle nous a regardé en nous prenant un petit peu pour des peintres, en disant que c'était bien sympa, mais qu'elle faisait un métier sérieux, elle avait des tableaux, elle savait faire de l'acquisition, elle maîtrisait ses différents leviers. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec le studio main dans la main pour ne pas lancer une seule campagne avec une seule vidéo. Mais on a demandé au studio de travailler sur plusieurs, ce qu'on appelle nous variantes de la même vidéo. Donc en gros, avoir des longueurs différentes, avoir une intro différente, avoir des call to action différents. Et Fabrice à l'époque, j'ai une mouche superbe, Fabrice à l'époque n'a pas lancé une seule campagne, mais il en a laissé 60. Donc, c'est-à-dire qu'il a monté à la main une soixantaine de campagnes dans Google Ads. Donc, pour ceux qui ont déjà pratiqué Google Ads, ça fait un petit peu de boulot. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire une ligne de campagne, ça voulait dire une vidéo avec un call to action différent, avec un appareil différent. Peut-être une page d'arrivée différente, on avait testé une LP et une page de site, et puis des audiences différentes. Et à la fin, on avait une soixantaine de lignes de campagne, et on s'est rendu compte au bout de 10 jours de deux choses. La première, c'est qu'on avait un gros gap de performance entre la moins bonne et la meilleure vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo qu'on a lancée, si elle avait été lancée pour la campagne au total, on aurait eu des perfs jusqu'à 4 fois moins bonnes que celle qui était la meilleure. Donc c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un impact du test sur l'efficacité de la campagne. On s'est aussi rendu compte, et ça c'est Balinea qui nous l'a remonté, qu'il y avait un ROI de cette campagne, c'est-à-dire qu'ils ont constaté, eux, un retour sur investissement x4 de cette campagne. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que Léa, je peux la citer, hein, parce qu'elle parle souvent de nous aujourd'hui, qui était donc la responsable d'acquisition, a constaté l'été suivant, donc là on était en campagne au mois de mai, et elle a constaté l'été suivant un impact positif sur tous ces autres leviers d'acquisition. C'est-à-dire que la notion de branding dont on parlait au démarrage et que Gauthier, le directeur marketing, avait voulu utiliser en premier, et c'était son premier objectif, avait eu un impact bénéfique sur le fait que du coup leur search était moins cher, leur display était moins cher, parce qu'effectivement ils avaient commencé à construire leur marque, ils disaient plus que des mots-clés et des bannières, et donc cet impact branding de la vidéo sur YouTube avait aussi un effet bénéfique sur l'ensemble de leur levier d'acquisition. Donc, on a refait une campagne avec eux au mois de septembre. Cette fois-ci, on n'a pas monté 60, mais 100 lignes de campagne, avec toujours un effet bénéfique. Puis on a refait une campagne au mois de décembre. Donc ce coup-ci, on n'était plus à 100 lignes de campagne, on était à 200. Et puis à un moment donné, il y a un double effet ciseau. Hein, c'est que les perfs sont toujours au rendez-vous, et plus on monte de lignes de campagne, plus on a un impact sur la campagne, et plus effectivement on est en capacité d'adresser la meilleure audience avec la meilleure combo de variantes vidéo, d'audience et de CTA. Mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a quand même une limite humaine en termes de temps passé. C'est-à-dire que monter 200 campagnes à la main dans Google Ads, c'est un petit peu fastidieux. Et puis il y a aussi une limite humaine en termes de fiabilité. Une complexité à analyser les lignes, à savoir quelle décision prendre, à savoir où aller, quoi faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a démarré une techno qu'on a commencé au départ comme un outil de productivité interne. C'est-à-dire que l'idée au démarrage, c'était de faciliter la vie de nos médias buyers et de leur permettre d'avoir un outil qui leur permette de monter les campagnes plus simplement, de manière automatique, et surtout de les analyser avec plus d'insight et plus de retours que ce qu'ils avaient uniquement avec Google Ads. Donc au départ,
on s'est dit que YouTube n'avait pas de raison d'être la seule grosse plateforme qui n'ait pas d'outils techno, de se contenter de Google Ads et de tout faire à la main. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et le tip, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète parce qu'il faut faire de la répète un petit peu. Le tip, c'est qu'effectivement, on a tout de suite et toujours avec tous nos clients lancé des campagnes avec plusieurs variantes d'une même vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez une vidéo master et vous devez vous poser la question de dire, OK, je ne vais pas lancer une seule vidéo parce que peut-être qu'il y a un début qui va plus plaire à un type d'audience, un début qui va plus plaire à une autre typologie d'audience. Peut-être que sur mobile et sur desktop, je ne vais pas pouvoir toucher les gens de la même manière. Donc, c'est vraiment hyper important de se poser la question de la créa, de la vidéo et de toujours lancer des campagnes vidéo avec plusieurs vidéos différentes pour s'assurer qu'on touche le plus d'audience possible. Je vais te passer la main, Fabrice, puisque donc là, on a fait un petit peu de storytelling sur le pourquoi du comment et ce qui nous a amené à créer une techno et à effectivement avoir cette démarche de faire beaucoup de tests en vidéo. Et là, on va vous détailler les 10 tips avant d'entrer dans le concret avec Marion et Grégoire qui ont fait la gentillesse de nous accompagner aujourd'hui. On va rentrer dans les 10 tips que Fabrice va vous détailler, ce qui peut vous aider aujourd'hui à faire des campagnes YouTube rentables et scalables. C'est cadeau. C'est cadeau. Essayez de faire en sorte que ce soit le plus concret possible. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran, prendre en photo, allez-y. Voilà, vous pouvez le prendre en photo. Sinon, on a aussi un webinaire qu'on peut partager avec vous sur lequel on a un peu plus de ressources peut-être. Mais oui, alors, effectivement, on a fait comme l'a dit Yannick, beaucoup d'erreurs au début. On a monté des campagnes à la main, comme tout le monde, sur Google Ads, aujourd'hui sur DV360 pour aller chercher de la performance. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une limite humaine à vouloir les atteindre. Donc là, on a essayé de faire un petit recueil peut-être du plus évident au moins évident sur ce qui nous semble être aujourd'hui les bonnes pratiques pour aller chercher de la rentabilité et de la scalabilité sur YouTube. La première chose à faire, c'est choisir le bon format. Si vous pratiquez un tout petit peu YouTube, si vous écoutez aujourd'hui les recommandations du marché, vous savez qu'il faut utiliser TrueView for Action comme format pour faire de la performance. Tip numéro 9 également, c'est bien poser ses pixels. Donc, à bien savoir exactement ce que vous traquez. Est-ce que vous allez traquer de la mise au panier? Est-ce que vous allez traquer du lead gen? Est-ce que vous allez traquer du app install? Comment vous allez mettre en place votre dispositif de tracking des performances, puisque ça se joue sur ça. Tip numéro 8, nous, c'est ce qu'on recommande fortement aujourd'hui, c'est de séparer les comptes Google Ads, notamment si vous opérez sur Google Ads, de séparer ce que vous faites en search, vous faites en vidéo, parce qu'on se rend compte que ça répond à des logiques de pilotage et des logiques de prise de décision qui sont assez différentes. Et quand vous avez vos campagnes vidéo au milieu de vos campagnes search, au milieu de vos campagnes shopping, au milieu de vos campagnes display, c'est très difficile à piloter. Donc, nous, une recommandation, c'est véritablement de mettre vos campagnes vidéo dans un compte Google Ads dédié, de façon à ce que vous puissiez véritablement les piloter de façon intrinsèque. Ensuite, avoir des logiques d'attribution propres à la vidéo. Je le vois dans les questions que vous posez là dans le chat. La vidéo, c'est puissant en termes de mémorisation. Donc, il y a forcément de la conversion qu'on appelle post-click, au même titre que le display, au même titre que le search. Et il y a aussi de la conversion post-mémorisation. Ça, c'est très important aussi de le traquer, surtout si on a mis des moyens dans une bonne vidéo dont on est assez fier. Tip numéro 6, c'est d'utiliser une vidéo adaptée à l'objectif. Donc, si une vidéo de branding ne va pas être faite de la même façon qu'une vidéo de la performance, qui est faite pour de la performance, tester le maximum de call to action. On se rend compte aujourd'hui qu'à vidéo équivalente, plus on va tester des call to action différents, plus on va extraire de la performance. On peut avoir jusqu'à 150% de différence de CTR uniquement en modifiant les call to action qui sont sur une vidéo lors d'une publicité sans même modifier la vidéo. Tip numéro 4, et ensuite on arrive sur le podium, c'est de différencier les vidéos que vous faites pour le desktop, donc pour l'ordinateur, et pour le mobile. La taille est différente, la façon de naviguer est différente, les usages sont différents, et on se rend compte aujourd'hui que les campagnes qui sont rentables sur l'ordinateur ne sont pas les mêmes vidéos qui sont performantes aujourd'hui sur mobile. Donc il faut travailler ces deux canaux de façon différente. Ensuite, tip numéro 3, qui est aujourd'hui un des fondamentaux pour nous, c'est ne pas laisser l'algorithme contrôler la diffusion. On se rend compte aujourd'hui que la majorité des algorithmes qui sont développés par Google ont tendance à tirer ce qu'on appelle un bas de funnel, c'est-à-dire à aller chercher de la performance rapide, à aller chercher de la performance rentable,
mais avec ce qu'on appelle une atrophie des campagnes, c'est-à-dire une tendance à aller chercher le bas de funnel en termes d'acquisition. Et donc, ça nous amène à la recommandation numéro 2, qui est la plus importante si vous voulez faire surtout des campagnes scalables, des campagnes qui marquent les esprits, c'est d'aller chercher de la rentabilité le plus haut possible dans le funnel en essayant d'avoir les cibles le plus larges possible. La tendance naturelle, ça va être d'aller en bas de funnel et d'utiliser des ciblages de bas de funnel, alors que véritablement, YouTube a une énorme puissance aujourd'hui de reach et être capable de générer de la performance le plus haut possible en haut de funnel va vous apporter des leviers de scalabilité de vos campagnes. Et ensuite, on en a largement parlé, et c'est probablement la recommandation la plus évidente, et c'est celle sur laquelle aujourd'hui on passe le plus de temps, c'est tester le maximum de variantes possibles d'une même vidéo. On peut aller jusqu'à 450% de différence de CTR uniquement en changeant une intro, uniquement en changeant une musique, uniquement en changeant une séquence peut-être dans une vidéo. Donc voilà, repartez avec ça. Et puis, je laisse la parole à nos clients et à nos témoignages pour peut-être surfer sur ces tips et voir comment eux aussi en ont tiré profit. Voilà. Alors du coup, merci Fabrice, merci Yannick pour ces insights. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour la partie Q&A. Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat, donc on y reviendra tout à l'heure. Je rappelle, parce que j'ai vu la question de Anne-Cécile qui demandait si on pouvait écrire le nom des 3 entreprises qui ont fait ces très bonnes publicités, donc Potpourri, Dollar Shave Club et Squatty Potty. Donc on pourra aussi vous partager les vidéos en fin de webinaire. Donc maintenant, j'accueille Marion, Fabrice, Yannick, à tout à l'heure. Bonjour Marion. Bonjour Laura. Alors Marion, vous êtes Chief Marketing Officer chez PandaCraft, donc qui propose des kits pour les enfants avec des activités qui changent en permanence pour les aider à découvrir le monde. Vous faites d'ailleurs partie du top 10 abonnements jeunesse. Peut-être pour commencer dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me présenter quelles sont les ambitions de PandaCraft aujourd'hui ? Oui, alors, donc, comme tu l'as très bien dit, Laura, on est un éditeur de produits ludo-éducatifs pour les enfants de 3 à 12 ans, bientôt les 1-3 ans d'ailleurs, on va lancer ça cette année. On est connu principalement aujourd'hui pour l'abonnement. Explore sur les 3-7 ans et Maker sur les 8-12 ans, on a à peu près 100 000 abonnés aujourd'hui. Et du coup, on propose des kits éducatifs qui permettent à tous les enfants de découvrir en famille le monde qui les entoure avec un thème varié chaque mois, les abeilles, le recyclage, les vikings, l'espace, le corps humain, c'est très varié. Et du coup, dans chaque kit, il y a une activité manuelle et un magazine, ce qui fait qu'effectivement, on est un abonnement presse et c'est vraiment le produit sur lequel on est le plus connu aujourd'hui. Et l'ambition de la marque, vraiment, c'est de réussir à devenir la marque de la découverte pour tous les enfants. On a un rêve un peu absolu en interne, c'est que une des découvertes que ces enfants auront fait, que certains des enfants auront fait avec nos produits, soit celle de leur vie. Et on est assez convaincus que ces produits leur permettent de devenir des adultes épanouis demain. Voilà. Ah, ça, c'est super. Et au lancement de la marque, quelle était la stratégie d'acquisition ? J'imagine qu'évidemment, il y a un gros enjeu sur la rentrée scolaire, la fameuse période back to school qui est propice aux achats d'abonnements pour les enfants et à justement leur faire découvrir de nouvelles choses, mais aussi au moment des fêtes des fins d'année, j'imagine. Oui, tout à fait. Bah, effectivement, notre high season, on va dire, c'est effectivement la rentrée scolaire et Noël, parce qu'on a à la fois dans nos cibles les parents, évidemment, mais effectivement tout aussi une population d'offreurs, donc tout l'entourage autour de l'enfant qui sont aussi nos clients. Donc du coup, Noël est aussi un grand temps fort. Donc la marque ayant été créée en 2013, assez logiquement, quand on débarque, on cherche à valider que le modèle est rentable et que nos produits trouvent leur marché. Donc, on avait une logique ROI first, on va dire, pour démarrer. Mais assez rapidement, la construction de marque s'est fait de plus en plus présente. Et moi, je suis assez convaincue que de toute façon, le ROI ne doit jamais s'opposer à la construction de la marque et au message, parce que chaque message qu'on porte, que ça soit sur YouTube ou ailleurs, c'est aussi une prise de parole de la marque, hein, même si l'objectif reste la performance. Et du coup, on a essentiellement démarré sur une stratégie très réseaux sociaux, avec un développement par la communauté aussi et le bouche à oreille. C'est assez logique parce que nos produits sont plutôt, on est plutôt positionné sur une logique de découverte plutôt que de recherche. On ne recherche pas spécifiquement
un abonnement à des kits éducatifs et créatifs. Donc, du coup, on est plutôt sur un modèle ce qu'on appelle du modèle de discovery. Donc, on a beaucoup travaillé Facebook et Instagram, beaucoup aussi l'influence et les partenariats également, avec des médias notamment, qui nous ont beaucoup portés pour nous faire connaître auprès de notre public. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, en fait, enfin, là où vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse évoluer notre façon de communiquer, notre stratégie. Est-ce qu'il y a eu un besoin qui s'est fait ressentir à un moment donné? En fait, finalement, c'est pas tant un élément déclencheur on va dire, une continuité un peu naturelle du développement de Pandacraft. Petit à petit, on cherche évidemment à ajouter des briques côté acquisition, ROI, et puis même aussi côté marque pour pouvoir prendre la parole, parce que nous, on est très digital aujourd'hui. Dans nos leviers d'acquisition et dans nos prises de parole, c'est essentiellement des leviers online qu'on utilise. Et du coup, c'est assez naturellement, on cherche à vouloir toucher, multiplier les touchpoints avec notre public. Et on avait en plus une dépendance quand même assez forte à Facebook qu'on cherche à diminuer avec le temps. Et sachant que le marketing digital évolue de toute façon tout le temps, que les outils changent, les méthodes de tracking évoluent, notre cible, elle n'est pas attachée sur du long terme à un réseau social en particulier et à un levier de communication en particulier. Donc, du coup, c'est important que nous aussi, on évolue au fur et à mesure que les outils de communication qui sont à notre disposition évoluent aussi, quoi. Oui, bien sûr. Donc, comme beaucoup de marques, vous utilisez beaucoup d'autres réseaux. Et du coup, vous vous êtes dit, bon, on va utiliser la vidéo comme canal de communication. Pourquoi YouTube Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi exactement? Oui, bien sûr. En fait, déjà, la vidéo, pour nous, c'était vraiment un souhait d'investir dans la vidéo parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous, on ne cherche pas forcément en tant que tel l'abonnement Pandacraft. On est vraiment un produit qui se découvre. Et en fait, la vidéo, c'est quelque part le meilleur format pour exprimer la vraie valeur de nos produits pour les parents et les enfants, versus la photo, versus les ads qu'on peut faire en search ou ailleurs. C'est vraiment la vidéo va vraiment exprimer la magie de ce moment de complicité parent-enfant, de ce moment de découverte du produit, en plus on est sur du manuel, donc la construction aussi de l'enfant, la fierté du résultat, les émotions qui se dégagent autour de cette expérience-là. Et du coup, la vidéo, c'est vraiment pour nous le moyen d'expression, on va dire, par excellence, pour parler de la marque et de nos produits, que ce soit dans une logique de performance ou de branding d'ailleurs. Et du coup, on s'est tourné vers... on a testé pas mal de choses et on continue de toute façon la politique, la politique, la règle dans nos métiers, c'est quand même de tester, toujours tester, retester. Et en fait, on s'est dit, YouTube, c'est vraiment pour nous un incontournable. On était beaucoup, comme je l'expliquais, très présents sur Facebook et sur Instagram. On avait aussi évidemment un certain nombre de campagnes en search. YouTube est quand même le premier réseau social en utilisateur actif. Et surtout, 80% de plus de 25 ans sont présents sur le réseau. C'est quand même pour nous hyper important parce que ça veut dire que notre cible est là. Contrairement à beaucoup de réseaux sociaux nouveaux, on va dire, qui rentrent sur le marché où la cible est quand même très jeune et aujourd'hui, on a moins intérêt à nous positionner. Donc, du coup, on a une capacité. Il y a à la fois nos clients potentiels qui sont là et il y a un potentiel de scaling qui est assez fort parce que il y a énormément de personnes qui transitent par YouTube. À côté de ça, on avait aussi testé pendant 2 ans la télé. Il se trouve que YouTube a aussi le tracking efficace qui nous permet de suivre efficacement nos performances et de savoir si oui ou non l'investissement média est rentable. Et en plus, dernier élément qui nous a convaincus d'aller sur cette plateforme-là, c'est que YouTube peut se tester efficacement avec un petit budget, donc vraiment sans se ruiner, que ce soit, moi j'ai envie vraiment d'insister là-dessus, que ce soit sur la créa, pour démarrer, ou l'investissement du budget média.
Alors effectivement, je reviens sur le fait de dire tester, tester, tester. C'est ce que Fabrice disait tout à l'heure, que c'était vraiment extrêmement important. Je voulais revenir sur un de nos échanges précédents. Je crois que justement, Pandacraft, vous avez commencé YouTube seul. Vous avez eu envie de voir comment ça fonctionnait. Comment vous y êtes pris au début et quels ont été les résultats? Et après, vous vous êtes dit, bon, afin de craquer YouTube, il va falloir qu'on se fasse accompagner, en fait. Donc, quelles ont été les étapes? Comment ça s'est passé? Ça, peut-être que tu peux nous expliquer un peu plus. Oui, bien sûr. Bah, écoute, effectivement, on a testé un peu par nos propres moyens, comme on le fait souvent au départ, avec le responsable d'acquisition. Donc, on a testé avec un petit budget, les quelques campagnes, quelques tests qu'on a fait, quelques variantes créa qu'on a fait, et puis quelques ciblages. Les créas qu'on avait évidemment sous la main, qui étaient plutôt du coup orientés Facebook, Instagram, parce que c'était plutôt là-dessus qu'on diffusait jusqu'à présent. On a eu très rapidement, enfin, on avait du mal à voir les résultats. On s'est rendu compte aussi que c'était assez chronophage, d'ajouter un levier sur lequel on doit tester plein de choses. Il y a un moment où je pense que dans une équipe acquisition, on ne peut pas être expert de tous les leviers qu'on active. Et du coup, on s'est dit que c'était beaucoup plus intéressant si vraiment on voulait valider que ce levier était pertinent pour nous, de nous faire accompagner avec des personnes dont c'est le métier et dont c'est la compétence première, ou à la fois d'aller chercher finalement de la compétence sur de l'investissement média, sur un levier dédié qui est YouTube, mais aussi de la compétence sur l'investissement dans la créa en tant que telle, dans la vidéo en tant que telle, de comment on fait pour faire des vidéos qui sont optimisées pour YouTube. Et du coup, tu as commencé à travailler avec Vidéo Run Run en 2019, donc ça fait maintenant un petit bout de chemin que vous faites ensemble. Au bout de combien de temps vous avez vu des résultats différents des vôtres en solo, j'imagine, rapidement? Bah oui, parce qu'en fait, bon, du coup, on a voulu tester ça à un moment donné qui était assez pertinent pour nous, donc la rentrée scolaire. On s'est dit, si ça ne marche pas là, ça ne marchera jamais. Et du coup, grâce à eux, finalement, déjà, on a optimisé les créas que j'expliquais, qu'on avait sous le coude et qu'on avait testé nous-mêmes. On les a optimisés à moindre frais en post-prod, en créant un certain nombre de variantes et en optimisant toute la partie CTA, la partie séquençage qui est aussi importante, le moment où la positionnement aussi de la visibilité de la marque aussi dans la vidéo. Enfin, voilà, plein de petits détails qui en fait finalement comptent au bout. Et du coup, on a aussi lancé du coup avec Vidéo Run Run énormément de campagnes test que nous, on n'était pas en capacité de faire tout seul. Je crois qu'on est monté à pas loin de 200 campagnes test pour trouver le bon combo entre l'audience et les variantes de créa qu'on avait. Et du coup, nous, notre objectif à ce moment-là, sur du coup, cette période de high season, donc rentrée et Noël 2019, nous, c'était de valider qu'avec un budget raisonnable, on arrivait à un coût d'acquisition qui nous convenait à une période où on sait être la plus propice pour la conversion pour nous. C'est top. Et du coup, après, par la suite, vous avez essayé et finalement jamais arrêté les campagnes Evergreen aussi. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, finalement, du coup, en termes de résultats, on a dès fin septembre 2019, on a constaté que le SAC s'était amélioré de semaine en semaine suite aux différentes phases de tests qu'on a fait à partir de fin août. On a aussi appris un peu à patienter parce que l'attribution, elle est quand même plus longue que sur d'autres leviers d'acquisition qu'on avait l'habitude de travailler, notamment Facebook. Suite à ce premier succès, on s'est dit, en fait, pourquoi pas tester de toute façon, même dans une période un peu moins propice pour nous, donc en low season, si YouTube peut être un format, un levier qui peut nous accompagner en modèle fil rouge. Et on se rend compte qu'effectivement, alors à part des périodes très limitées dans le temps, à savoir juste après Noël et grosso modo le mois de juillet, on arrive en faisant varier les créas et le budget à conserver un coût d'acquisition qui nous va toute l'année. Et en particulier, on a investi d'ailleurs l'année dernière sur un format créa Evergreen produit pour YouTube pour le coup, en ayant créé aussi quelques variantes pour les autres réseaux sociaux, mais produit du coup avec l'accompagnement de Vidéo Run Run
pour que cette créa puisse nous accompagner non seulement sur les périodes de temps forts, mais aussi sur les périodes de temps faibles. Alors peut-être qu'on va parler de résultats plus concrets, parce que je pense que ça va intéresser l'audience. Quels résultats, après un an, en termes de coûts par acquisition, quel pourcentage de ventes peut-être sont réalisés sur YouTube pour avoir une petite idée Oui, bah, en fait, entre 2019 du coup, et 2020, alors même si évidemment l'année 2020 a été assez particulière, hein, on le sait tous, on a fait sur la période du coup de septembre à décembre, on a fait x3 en termes de ventes entre 2019 et 2020 du coup, et on a augmenté de 60% le budget tout en diminuant le coût d'acquisition de 10 € en valeur absolue. Donc c'est plutôt hyper positif. On sait que de toute façon YouTube est un terrain de jeu assez important. Et en 2020, du coup, nous, on prévoit effectivement d'augmenter aussi le budget, de continuer sur les tests de créa entre Yannick et Fabrice en parlaient tout à l'heure, entre Upper et le Lower Funnel, de réussir à mieux travailler du coup les différents moments, on va dire, de connexion avec la marque. Et de tester aussi évidemment des campagnes sur d'autres produits en parallèle de l'abonnement. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Peut-être avant d'accueillir Grégoire du Petit Ballon pour poursuivre, est-ce que vous avez un conseil rapide à partager avec les participants aujourd'hui qui réfléchissent justement à se lancer sur YouTube ? Oui, je pense que je vais pas trop changer par rapport au conseil que donnaient Yannick et Fabrice tout à l'heure. Mais moi, je pense que la créa, ça reste quand même le nerf de la guerre. Sans bonne créa, on ne peut pas espérer faire de bonnes performances. Et qu'au final, on peut oser tester YouTube avec des budgets qui ne sont pas forcément faramineux, et même un budget de production de vidéo qui, au départ, n'est pas forcément énorme tant que la vidéo est bien optimisée pour YouTube. En tout cas, merci beaucoup Marion. On se retrouve tout à l'heure pour la session questions-réponses accompagnée des autres intervenants. Maintenant, je vais accueillir sur scène Grégoire du Petit Ballon ainsi que Yannick de Vidéo Run. On va passer à la deuxième partie, donc un retour d'expérience également. Donc rebonjour Yannick. Rebonjour. Bonjour. Et Grégoire qui se joint à nous. Bonjour Grégoire. Bonjour à toutes et à tous. Super. Alors du coup, Grégoire, vous êtes directeur data et marketing digital chez Le Petit Ballon. Donc c'est aussi un principe de box que vous recevez chaque mois chez vous avec des vins finement dénichés par l'ancien chef sommelier du Ritz, Jean-Michel Deluc. Donc peut-être que vous pouvez commencer par nous présenter un peu le modèle économique du Petit Ballon. Oui, tout à fait. Au Petit Ballon, on a 3 lignes de business. L'abonnement pour soi, l'abonnement perso, l'abonnement cadeau, donc l'abonnement qu'on offre à un bénéficiaire, et la vente de vin. Voilà. Avec un objectif simple, c'est la simplification du vin. Rendre le vin plus accessible, plus facile à acheter et plus facile à apprécier, parce que on a quand même un produit qui se déguste et c'est plutôt sympa. Voilà. Et du coup, Le Petit Ballon existe depuis maintenant 10 ans. Quelle était la stratégie d'acquisition au lancement ? Alors, déjà, oui, ça a 10 ans. C'était fondé par Martin Wanessian, Jean-Michel Deluc, Mathieu Laine. La stratégie d'acquisition, on n'en avait pas vraiment au début. On faisait de l'acquisition. Non, mais parce que faut savoir que on a une saisonnalité de nos business très forte. Au commencement, en fait, la période massive de recrutement, c'était Noël et aussi, à moindre effet, la fête des pères. Donc, tout était focalisé en fait sur cette période-là où on faisait du recrutement massif. Et puis après, on a évolué, on a retravaillé l'abonnement perso et développé l'activité e-commerce. Donc voilà. Et on a à un certain moment en 2018, on est arrivé à un plateau. Donc, ça nous a poussé à se poser des bonnes questions, à se poser des questions, de dire, OK, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et à commencer à élaguer, parce que
on aime, donc on a 10 ans, on est jeune, on a plein d'idées, donc on peut aller dans tous les sens et donc on aime tout tester. Donc après, on a rationalisé pour se dire, OK, on va se concentrer là-dessus et on développe en fait les canaux principaux, on le fait bien et après on va pouvoir tester de nouveaux canaux et s'investir vraiment dessus. Alors effectivement, vous avez dit que vous avez lancé donc la vidéo dans votre mix marketing en 2018, hein, c'est ça, sur un temps fort de Noël, via Facebook avec un objectif de performance et YouTube avec un objectif de visibilité dans un premier temps. Mais à quel moment vous avez vraiment ressenti le besoin de diversifier les canaux d'acquisition? Vous avez aussi mentionné que vous avez une grande culture du test chez Le Petit Ballon. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? Pourquoi vous avez justement choisi cette option? Alors déjà, au commencement, il faut quand même avoir en mémoire que le contenu, la vidéo, la pédagogie, en fait, ça a toujours existé en fait au Petit Ballon. Pourquoi? Parce que c'est un univers concurrentiel et donc on doit se démarquer et notre baseline, c'est les vins sans baratin. Donc voilà, la pédagogie, amener en fait, désacraliser en fait tout l'univers du vin, c'était notre mission. Donc on a déjà été, on a utilisé la vidéo. Tous les vins étaient dégustés et filmés et commentés par Jean-Michel et Martin au lancement. Donc voilà, on a eu une culture en fait de la production vidéo, mais on l'avait pas pensé pour de l'acquisition. On s'est servi de YouTube un peu comme une étagère où on déposait en fait anciennement les DVD, les VHS, voilà. Et après, donc, on s'est dit, OK, avec le support vidéo, on a vu qu'on pouvait faire de l'acquisition sur Facebook, sur Insta. Donc, pourquoi ne pas aller sur YouTube où il y a du monde pour y aller et pour déjà faire de la notoriété. Pareil, hein, dans les périodes de Noël, on veut que les personnes en fait se disent tiens, si tu as une idée cadeau à faire à un amateur de vin, bah vas-y, viens chez nous, ça va bien se passer. Je pense que ce qui serait pas mal serait de peut-être rentrer un peu plus dans le détail des campagnes justement, parce que là vous parlez de Noël et vous avez mis en place une campagne justement autour de Noël 2020. Pour la première fois cette année, vous avez aussi visé, je crois, un KPI de performance sur YouTube. Quels ont été les résultats de cette campagne ? Alors, la vidéo nous a permis, en fait, c'est 20% des touchpoints dans les transactions finales. 20% des transactions, enfin des acheteurs sont passés par le média YouTube, par ces vidéos optimisées YouTube. Donc ça, c'est quand même, quand on a réalisé ça, on s'est dit, OK, là, on peut, enfin, faut vraiment appuyer. On avait pensé aussi, ça fait un certain moment qu'on pense à produire, à écrire, à produire et à utiliser une vidéo d'acquisition. Il y a 18 mois, on avait commencé à travailler avec Yannick sur cette réflexion-là. Et le run du quotidien, l'enjeu de Noël, tout ça, nous a en fait défocusé de ça. Et donc, au moment où à Noël là, en fait, on a utilisé cette vidéo, pensée YouTube dès le début. On avait en fait dans les cartons, on était prêt à finaliser en fait la vidéo Evergreen qu'on a pu lancer. On aurait voulu la lancer aussi au moment des fêtes pour tester, pour voir, pour comparer les audiences. Bon, chaque temps et en début janvier, on a pu se lancer sur l'Evergreen en phase de test, d'apprentissage et là on mesure les retours sur investissement avec Yannick et ses équipes.
Alors effectivement, le fait de faire de l'evergreen, ça vous permet de sortir un peu de la dépendance à Q4 et au fait de fin d'année. Comment les équipes de Vidéo Run Run, en fait, ils vous ont accompagné pour vous aider à mûrir? Parce que forcément, si vous étiez dépendant à cette partie, le fait de faire des vidéos evergreen, ça vous ouvre des portes pour d'autres ventes. Oui, alors ils nous ont aidés à nous sortir des ornières dans lesquelles on a pu se mettre tout seul. La vidéo, c'est vrai que c'est compliqué. Quand Yannick, au début, disait, voilà, on a tous une culture de la vidéo, l'impact publicitaire de la vidéo est important. Quand je vous disais, en fait, la période de Noël est très, très forte. Bon, bah, on travaille 4-6 mois sur la période de Noël et quand on lance tout ça, on est exposé à des productions type Amazon, type Coca. On se dit, OK, bon, on n'a pas les mêmes moyens, on ne combat pas pareil. Donc, on peut en fait se tromper dans qu'est-ce qu'on veut dire dans cette vidéo, dans ces vidéos et quel est le but final. Et ça, ces erreurs-là, dans les tips du départ, et ben en fait, il y en a beaucoup. Enfin, les principaux, on est tombé dedans. Et je pense que il faut aussi faire ces erreurs-là pour derrière en fait être serein, enfin pas serein, mais se dire ok, je sais qu'il faut y aller comme ça. Pourquoi? Parce que la culture de la télé, le branding, pas choisir en fait son message de fin. Ok, je veux que les gens en fait pensent que mon produit est meilleur et va plaire en fait aux destinataires dans la période de Noël. Voilà, c'est des questions qu'on s'est posées et Yannick et ses équipes nous ont accompagnés là-dessus pour aller plus vite et pour progresser et faire de la croissance significative. Si je peux me permettre. Ouais, en fait, ils avaient une tendance à vouloir faire des concepts pubs, c'est-à-dire un concept qui puisse se décliner aussi en vidéo. Et on les a aidés effectivement à se recentrer en se disant ok, si votre sujet c'est de faire de la vidéo pour faire de l'acquisition, il faut penser la vidéo pour ça. Et pas se dire tiens, j'ai un concept pub, une idée intellectuelle de ce que je veux raconter à Noël, d'avoir un concept que je vais décliner sur différents médias, dont la vidéo. Parce que sinon, effectivement, on tombe dans un écueil de faire une pub télé un petit peu mieux qu'on diffuse sur YouTube en espérant que ça va faire de la place. Et si vous n'avez pas pensé votre contenu vidéo au démarrage pour faire cliquer à la fin, vous avez quasiment aucune chance que ça fonctionne. On peut l'optimiser, mais il faut vraiment penser tout ça en dehors d'une notion de concept et de penser sa vidéo pour ça. Et c'est là-dessus où, effectivement, le petit ballon a su faire évoluer sa manière de bosser, l'a testé à Noël là, et on est ravis, nous, parce qu'en fait, on dit souvent à nos clients, Q4, c'est pas le plus compliqué, puisque à Q4, a priori, tout le monde a sa carte bleue à la main. Le vrai sujet, il démarre en janvier, en fait. Le vrai sujet, c'est OK, comment est-ce qu'à partir de janvier, on va vous aider à faire de l'acquisition de nouveaux clients, alors que les gens ont forcément moins l'envie d'aller acheter des choses. Et c'est toute l'aventure là qu'on a démarré début janvier avec le petit ballon, de dire OK, on va vous aider à sortir de cette dépendance à Q4 et à passer les paliers en business. C'est top. En tout cas, Grégoire, peut-être que j'ai posé la même question qu'à Marion. Au final, est-ce que vous avez un conseil à partager à l'audience aujourd'hui par rapport à vous, votre expérience et le fait de travailler sur ces canaux? Oui, penser la destination de ce message-là. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces vidéos-là? Vous voulez faire du branding, avoir votre petit article dans stratégie, voilà. Ou alors, vous voulez aller chercher des nouveaux clients. Voilà, ça c'est déjà, ça va vous aider à vous poser les bonnes questions. Et puis aussi, parce que ça c'est une erreur qu'on a, enfin, il y a 2 erreurs qu'on a faites, mais une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est produire le contenu et le penser sur le support de diffusion. Sur YouTube, les gens sont là pour consommer de la vidéo. Donc en fait, le message, c'est de la pub. Donc en fait, le côté intrusif, non. C'est voilà, je regarde la vidéo, tiens,
qu'est-ce que c'est de cette marque-là? Ah, ils font ça. Ouais. Moi, annonceur, je me permets de te déranger pendant ta vidéo que tu vas regarder entre midi et 2 ou le soir pour te détendre. Voilà. Donc ça, c'est super important. En tout cas, merci beaucoup, Grégoire. Ah, pardon. T'en avais un deuxième. Oui, le dernier, c'est aussi, Il en a un deuxième. parce que une des premières vidéos qu'on a fait, on a tout misé en fait sur la prod, et après on s'est retenu, tiens, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour la diffuser? On n'a plus de budget. Voilà, parce que c'était aussi l'époque, voilà, du buzz, ça va, on lance et puis ça, non, en fait, pensez un petit budget prod et puis un budget de diffusion et puis ça. De plus anticiper, au final, surtout quand on grandit vite. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On va passer à la session questions-réponses et il nous reste une petite dizaine de minutes pour le webinaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on réinvite tout le monde sur scène, mais peut-être dans un premier temps que peut-être Yannick et Fabrice, vous avez peut-être quelques mots pour conclure sur ces retours d'expérience. Évidemment, vous travaillez en étroite collaboration avec le Petit Ballon et PandaCraft aujourd'hui. Déjà, les remercier de nous avoir consacré du temps et d'être venus témoigner. Parce que dans le contexte actuel, c'est pas évident de trouver une heure. Donc, merci à Marion et Grégoire de l'avoir fait. Puis, merci aussi de leur confiance parce que c'est des business assez proches. C'est 2 business d'abonnement qui s'ouvrent maintenant vers d'autres choses. Donc, c'est super intéressant de voir aussi que ces 2 business qui étaient dépendants de périodes fortes et qu'ils ont compris la capacité de la vidéo sur YouTube à être un levier d'acquisition pérenne. C'est pas juste, tiens, je fais une campagne pendant une période donnée, c'est je branche YouTube et j'en fais un levier d'acquisition tout le temps. C'est dans les mœurs aujourd'hui sur Google Ads et sur Facebook, c'est-à-dire qu'il ne viendrait à personne l'idée de couper ses campagnes Google Ads pour voir ce que ça fait. Une fois que vous avez commencé à en faire, vous savez que ça fonctionne, vous le laissez tout le temps. L'enjeu pour nous, c'est d'aider les marques à comprendre que s'ils font du YouTube, c'est suffisamment costaud en termes de ciblage, suffisamment large, ça reste quand même l'écosystème Google, suffisamment large et scalable, qu'effectivement, vous pouvez être branché tout le temps, avoir des campagnes qui tournent tout le temps et faire de l'acquisition de vos clients tout le temps. Donc nous, si on avait 3 messages, c'est un, vous ne pouvez pas vous passer de YouTube, ça fait partie des fondamentaux. Vous pouvez très bien vous dire que Clubhouse, c'est génial, mais en vrai, commencez déjà à travailler vos fondamentaux et YouTube en fait partie. 2, ce que Marion et Grégoire vous ont dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils peuvent faire de l'acquisition rentable avec YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, YouTube peut se mesurer aux autres leviers d'acquisition plus perfistes et sait faire de la perf de manière rentable. Et il y a toute la notion de scalabilité dont j'ai parlé là, qui est hyper importante. C'est qu'effectivement, YouTube, c'est l'écosystème Google, donc c'est des ciblages de dingue. Et c'est une capacité de ciblage très très large, tout le monde va sur YouTube, donc c'est aussi une capacité de passer des paliers en business, donc de ne pas se limiter à des ciblages de bas de funnel, mais d'aller chercher des audiences les plus larges possibles, surtout quand on fait de la vidéo qui est un média de découverte, et du coup on peut toucher des gens, et puis les retoucher ensuite, et ainsi de suite, donc voilà, passez pas à côté de YouTube, c'est rentable et scalable. Tu veux compléter, Fabrice? Non, non, j'ai à cœur déjà quand je suis sur les questions là, tu vois, mais non. Effectivement, on a plusieurs questions. Alors, c'est très intéressant. Alors justement, je vais peut-être revenir sur la question de Anne-Cécile qui l'a posée plus tôt dans le chat, puisque comme ça va peut-être intéresser tout le monde. Elle demande si quid de la rentabilité sur la diffusion TV aujourd'hui avec les outils de mesure existants, OK en direct, plus approximatif en indirect. Alors, Cécile peut compléter quand elle parle de diffusion télé, c'est sur le device TV, c'est-à-dire que c'est... Je pense qu'elle veut voir par rapport à la comparaison. C'est des campagnes télé où j'achète de la pub sur TF1 ou c'est je diffuse sur YouTube sur le device Alors du coup, Anne-Cécile doit encore être connectée, je vais la laisser compléter dans le chat. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur... Là, je vois qu'on a plusieurs questions dans l'onglet questions. Là, je vois notamment une question intéressante. Combien coûte une campagne YouTube? Quel est le budget minimum pour se lancer? Marion disait tout à l'heure que ce n'était pas un budget conséquent. Peut-être qu'on peut élaborer sur ce sujet. Après, moi, déjà, la première chose qui est très importante en dehors du budget, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que je pense que le premier objectif qu'on doit se fixer, c'est le ROI. Je pense qu'aujourd'hui, Grégoire et Marion sont capables de témoigner sur le ROI des campagnes qu'ils obtiennent aujourd'hui sur YouTube avec notre accompagnement sur Vidéo Run. Mais aujourd'hui, la majorité de nos clients ont des ROI entre x3 et x16. C'est-à-dire que le plus important, avant d'affecter
de se dire qu'on va le faire avec une notion de retour sur investissement, contrairement à des campagnes de pure branding où on espère du retour, mais qui est somme toute à la fois. Maintenant, aujourd'hui, pour commencer à faire des tests significatifs sur YouTube et trouver les audiences qui vont amener le meilleur retour sur investissement, il faut compter, on va dire, 15 000 et 20 000 euros de médias investis. C'est ce qu'on recommande aujourd'hui, en tout cas avec Vidéo Run, pour, à l'issue de cette vague de 10, 15, 20 000 euros, être en mesure de scaler son budget de façon visible avec un ROI attendu. Donc, ça reste, somme toute, très accessible, surtout quand on sait derrière que le ROI est au rendez-vous. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous venons de pousser dans le chat un lien vers le site de Vidéo Run. Si vous voulez évaluer le potentiel business de vos pubs vidéo, vous pouvez les tester directement sur leur site. On a une autre question de Vincent qui demande pour vous, quel est actuellement le bon pourcentage entre budget TV et budget YouTube? Je sais pas, c'est pas le raisonnement qu'on va majoritairement avoir, parce que le raisonnement, c'est de se dire plutôt comment je vais intrinsèquement sur YouTube, d'accord, et comment je scale sur YouTube intrinsèquement jusqu'à ce que mon ROI soit atteint et que je génère de l'acquisition et de nouveaux clients directement sur YouTube en tant que tel. Donc, comme je l'ai dit, on peut commencer avec 20 000 euros, mais ça peut tenir jusqu'à 200 000 euros, 300 000 euros. Aujourd'hui, on a des clients qui investissent 500 000 euros, voire plus sur YouTube, avec des ROI qui sont de 2, 3, 4, 5, 6. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le débat d'opposer ou de compléter YouTube avec la télé, c'est un tout petit peu dépassé, quoi. Je veux dire, il faut regarder le média YouTube en tant que tel et scaler jusqu'à ce qu'on ait le maximum de performance. Je pense que Grégoire pourra compléter parce que, pas forcément sur la télé, mais sur le côté statutaire de certains médias. Je sais que vous avez fait beaucoup de campagnes d'affichage à une époque dans le métro. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de marques, en fait, aller en télé, ça reste très statutaire. C'est dire, tiens, regarde, on est une start-up, on a levé de l'argent, on a accès à la télé. Il y a toujours ce côté quand même malgré tout statutaire. Je ne sais pas si tu veux faire un retour d'expérience là-dessus, Grégoire. Oui, non, mais parce que je pense que toutes les startups qui ont fait leur première campagne dans le métro, elles sont fières. On reçoit des textos de nos amis, nos anciens collègues, en disant ouais, c'est super pour vous, je suis trop content. Voilà, bon bah, mais non, enfin non, ou pas que. Et après, sur la question de la télé, nous, en tout cas, on n'a pas eu à se poser cette question-là, puisqu'en fait, on est soumis au cadre de la loi E20, donc on n'a pas le droit de faire de télé. Et donc, voilà, ça nous a permis d'aller peut-être un peu plus vite. Ouais, sûrement. Ouais, mais souvent, il y a deux démarches, et je trouve que Marion et Grégoire illustrent assez bien. C'est, comme tu disais, Yannick, soit il y a des marques qui viennent du offline, on va dire, ou du traditionnel, et qui se mettent à l'acquisition, d'accord, et donc doivent développer des logiques plus perfistes, en fait, ou des marques qui aujourd'hui font déjà beaucoup d'acquisitions, comme PandaCraft, qui a commencé à faire beaucoup d'acquisitions sur Facebook et sur Instagram. Et là, c'est des trajectoires un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'elle rajoute YouTube un peu comme une mini-télé pour gagner des étapes et aller chercher des plateaux de branding qui vont construire la marque. D'accord. Et je pense que les deux trajectoires sont assez complémentaires. Ouais. Si je peux ajouter un partage d'expérience, parce que nous, on a fait 2 ans de télé chez PandaCraft, 2 ans de télé qu'on n'a pas estimé pertinent de renouveler pour pas mal de raisons, notamment le fait qu'on n'arrivait pas trop à voir le ROI. Est-ce qu'il faut faire effectivement confiance entre ce qui est du tracking direct, donc vraiment comment dire, les conversions qu'on peut vraiment attribuer à la télé et ce qui est l'indirect, et un peu toute la masse de conversions qu'on va attribuer à plein de leviers. Moi, je pense que les deux ne s'opposent pas. Hein. C'est toujours pareil. Il faut aller chercher les clients là où ils sont au bon moment et au bon moment pour eux. Mais je pense que l'avantage de YouTube, en tout cas pour moi, c'est qu'on conserve l'agilité du web dans l'investissement des budgets. Voilà, on se dit, on part avec une enveloppe, somme toute, peut être relativement restreinte comparée à la télé où là, 10 000 euros en télé, ça ne sert à rien d'y aller, quoi. Alors qu'avec YouTube, déjà 15 000 euros, c'est déjà possible.
du coup, on est aussi, pour des marques qui viennent du milieu du digital comme nous, il y a aussi plus de sérénité et de réassurance parce que on a plus confiance dans les remontées de données et notre capacité, en tout cas, à savoir, à bien connaître notre ROI sur un levier comme YouTube versus Merci beaucoup Marion. Nous arrivons à la fin du webinaire. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais en tout cas, je vois que Sébastien et Léa ont posé des questions. N'hésitez pas à contacter Yannick ou Fabrice. Vous pouvez les joindre directement via LinkedIn pour compléter vos questions, pour aller plus loin. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci Marion, merci Grégoire, les équipes de Petit Ballon et PandaCraft. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, bonne Merci journée. à tous. Au revoir. Merci.